des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du Self Talk, je vais vous parler un peu de psychologie sociale appliquée au domaine de l'entraînement en crossfit et en haltéro. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous étiez plus efficace lorsque vous avez du public, comme par exemple lorsque votre coach vous regarde, lorsque les athlètes du haut suivant vous observent durant vos dernières minutes d'effort, et encore plus lorsque vous êtes en compétition? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la facilitation sociale, un terme un peu barbare pour qualifier l'influence positive que la présence d'une autre personne peut avoir sur vos performances motrices. On fera une différence entre une présence active, qu'on appelle effet de coaction, et une présence passive, qu'on appelle effet d'audience. La première étude à mettre en lumière ce phénomène a été réalisée par Norman Triplett en 1898. En effectuant des recherches sur la vitesse des cyclistes, il a remarqué que les athlètes avaient tendance à augmenter leur performance en se challengeant entre eux. Il a donc décidé de prouver sa théorie en réalisant une expérience sur un panel de 40 enfants âgés de 8 à 17 ans. Leur tâche était d'enrouler 16 mètres de fil sur un moulinet de canne à pêche le plus rapidement possible, d'abord seul, puis en compagnie d'un autre enfant. Les moulinets étaient raccordés à un dispositif qui permettait d'enregistrer le rythme avec lequel les participants moulinaient et donc de déterminer la rapidité de l'action. Il a constaté que les enfants qui le faisaient en binôme tournaient la bobine beaucoup plus vite que ceux qui étaient seuls. L'étude de Triplett est une bonne illustration de l'effet de coaction. La performance devient beaucoup plus efficace en présence d'autres personnes réalisant la même tâche. On peut même observer ce phénomène chez les animaux. D'ailleurs, en 1967, Platt et Darby ont prouvé que les animaux mangeaient leur nourriture plus vite aux côtés d'autres membres de leur espèce. Mais faut-il forcément coagir, c'est-à-dire dans notre cas s'entraîner avec quelqu'un, pour ressentir des effets sur la performance? Eh bien, la réponse est non. Le psychologue Ernest Neumann, qui menait en 1904 des recherches sur les formes musculaires, a réalisé une expérience auprès de ses étudiants en leur demandant de réaliser des tâches simples, à la limite de leurs possibilités physiques. Une des tâches était par exemple de soulever durant un temps déterminé un poids à l'aide d'un seul doigt. Neumann se rend alors compte que la performance des étudiants s'améliore en sa présence, alors qu'il n'est pourtant qu'observateur. Il pose ainsi l'hypothèse que la simple présence d'une personne passive suffit à améliorer les performances motrices des sujets. C'est l'effet d'audience. Donc, l'effet d'audience, c'est un autre type de facilitation sociale. Il se traduit par la présence d'un spectateur passif ou d'un public. Dashiell, en 1935, a trouvé que la présence d'une audience pouvait faciliter la multiplication des chiffres. Les membres du panel pouvaient effectuer beaucoup plus de multiplications simples quand il y avait des spectateurs. Alors, comment expliquer ce phénomène? Eh bien, premier point, l'effet de groupe. Lorsque l'on voit les mouvements effectués par un autre athlète, on peut accroître notre performance en imitant ses actions ou en suivant son rythme. C'est une situation que vous avez forcément déjà vécue en route, par exemple. Deuxième point, la présence d'autrui comme source de rivalité ou compétition nous tire vers le haut et peut améliorer nos performances. A l'inverse, la tension créée par la présence d'autrui ou d'un spectateur qui juge et dont l'opinion est importante pour nous peut être paralysante pour certains athlètes. C'est pour ça que vous avez parfois l'impression d'être toujours mauvais lorsque votre coach vient regarder ce que vous faites. En revanche, des recherches ont pu mettre en évidence le fait que, parfois, la performance des sujets diminue au lieu d'augmenter en présence des autres. Par exemple, pour 2 haltérophiles qui snatchent 80 régulièrement à l'entraînement, réaliser cette barre en compétition peut être évident pour le premier, qui aura la sensation de se transcender, alors que le second va échouer victime de son stress. Donc, si on revient sur les premières observations de l'étude de Triplett, la moitié seulement des participants avaient amélioré leur performance. Sur les 40 enfants, un quart d'entre eux avaient obtenu de moins bons résultats lorsqu'ils étaient en binôme. Alors comment expliquer la différence? Comment la présence de l'autre peut-elle agir de façon positive, comme effet facilitateur, et parfois négativement, comme effet inhibiteur sur vos perfs individuels? Eh bien, la réponse à cette question est proposée par le psychologue américain Robert Zajon en 1965. Votre capacité à réaliser correctement votre effort est basée sur votre maîtrise de ce dernier. En soi, si cette tâche est familière ou complexe pour vous. Si vous êtes rodé à l'arraché, on pourra observer un phénomène de facilitation sociale, c'est-à-dire une belle performance que les athlètes attribuent souvent à une poussée d'adrénaline. En revanche, si votre niveau de maîtrise est globalement moyen, si vous faites beaucoup d'échecs à l'entraînement par exemple, vous risquez de subir ce phénomène d'inhibition sociale en compétition et la présence des autres sera défavorable à votre performance. Pas de panique si vous êtes de nature un peu stressé ou vos débuts sont un peu laborieux au niveau technique, les réponses dominantes peuvent être apprises tout au long de la vie. Donc en gros, les actions que nous produisons face à une tâche complexe comme l'arraché, fausse au départ, peuvent devenir correctes au fur et à mesure que nous effectuons cette tâche. Pour que la présence des autres soit facilitante, il est donc important de maîtriser le mouvement afin de le rendre le plus simple possible.
La présence des autres, que ce soit dans un effet d'audience ou de coaction, aura donc souvent un effet négatif en début d'apprentissage, lorsque l'acquisition de la gestuelle n'est pas encore faite, et un effet positif lorsque le geste est maîtrisé. Donc paradoxalement, la présence des autres gênerait l'apprentissage, mais favoriserait la performance. On pourrait donc se dire que pour démarrer, un petit groupe serait idéal, ou pratiquer ensuite en solo les mouvements encore un peu brouillons pourrait être un bon moyen de se libérer du regard des autres, tout en travaillant sur sa maîtrise et sa régularité. A l'inverse, il semblerait que pour les athlètes expérimentés et maîtrisants, la clé de la progression se trouverait dans une pratique au sein d'un collectif de même niveau, voire d'un niveau légèrement supérieur. Une piste intéressante quand on sait que les débutants pratiquent souvent dans des groupes, un peu noyés dans la masse, alors que les compétiteurs s'entraînent eux plutôt de façon isolée, à l'inverse de ce que la psychologie a démontré comme efficace. Mais rien n'est jamais si simple. On peut ajouter à tout ça que le regard que porte cet autre sur nous influe également sur notre performance, c'est l'effet d'évaluation. Votre performance ne dépendrait donc pas seulement de vos caractéristiques propres, c'est-à-dire de si vous êtes compétent ou non dans l'exécution de votre arraché, mais bien des caractéristiques de la personne qui assiste à votre entraînement ou à votre compétition, que ce soit de façon active ou passive lorsque vous effectuez votre mouvement. Pour qu'il y ait une augmentation de vos performances, cet autre ne devrait donc pas être simplement présent, mais il devrait représenter une source d'évaluation potentielle pour vous. L'effet produit serait alors différent en fonction du statut que vous donnez à l'observateur. La présence d'une personne que vous voulez impressionner aurait tendance à augmenter votre motivation dans la réalisation de la tâche ou du mouvement, alors que la peur d'être jugé négativement par le public peut par exemple vous faire échouer. Donc cependant, la seule motivation n'entraîne pas automatiquement une amélioration de la performance. En effet, comme expliqué dans la théorie des agents tout à l'heure, la réussite dépendra aussi de votre maîtrise de la tâche en question, ce qui entraînera un effet soit de facilitation sociale, soit d'inhibition sociale. Une autre théorie qui pourrait expliquer l'influence des autres sur vos performances sportives, c'est l'hypothèse de conflit-distraction. Dans cette théorie, on associe autrui à une source potentielle de distraction. Cette distraction, mise en lien avec la tâche à réaliser, serait à la base d'un conflit attentionnel, c'est-à-dire un facteur qui va influencer sur votre concentration. Ce serait donc pas autrui en tant que tel qui serait responsable du phénomène de facilitation ou d'inhibition, mais le conflit attentionnel qu'il génère par sa simple présence. Pour faire simple, la présence de l'autre représente un conflit entre l'attention que vous portez à cette personne et l'attention portée à la tâche que vous devez faire. La présence de l'autre va vous amener à vous concentrer sur la réponse à donner. Par exemple, vous vous entraînez avec un partenaire qui passe régulièrement devant vous quand vous vous placez en position de départ sur des arrachés plutôt lourds. Cette incertitude par rapport au comportement de l'autre peut conduire l'organisme à stresser, à mener une élévation de vos capacités attentionnelles. C'est-à-dire que vous choisissez de réaliser cette barre quand même, et vous allez du coup y mettre un maximum d'attention et d'énergie pour la réussir. Mais ça représente donc un coût attentionnel pour vous, car vous allez vous intéresser à plusieurs stimuli en même temps. Et ces différents stimuli peuvent tout aussi bien absorber toute votre capacité d'attention et provoquer une surcharge, ce qui risque de vous mener à l'échec. Mais voilà, c'est encore un petit peu plus compliqué que ça, puisque la distraction effectuée durant une tâche simple semble augmenter la performance. Si vous devez effectuer une barre à 30% de votre arraché et que quelqu'un passe devant vous, il y a de grandes chances que vous effectuiez le mouvement mieux qu'en temps normal, car vous serez d'autant plus attentif et impliqué dans ce que vous faites. L'effet inverse étant observé lorsque la tâche est plus complexe. Pour ça, il est nécessaire que le niveau de distraction soit en lien avec la performance, afin que les bénéfices de l'effort dépassent le coût de la perturbation. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais pour bien comprendre, c'est le cas par exemple si vous devez effectuer un arraché à 90% et que votre partenaire d'entraînement est dans votre champ de vision, beaucoup plus qu'à la normale. Le fait qu'il vous observe vous aidera alors à vous transcender plus qu'il ne va vous gêner. Autre exemple, vous avez peut-être déjà ressenti ça en compétition d'haltérophilie ou en crossfit, lorsque vous vous échauffez sur des barres lourdes avant d'entrer sur le plateau. Vous pouvez être gêné par le bruit, les allers-retours des coachs, voire par un rival qui s'échauffe sur le même plateau ou un plateau juste à côté. Mais même si ces éléments sont perturbants, le regard d'un concurrent sur vous lorsque vous passez peut, contre toute attente, vous rendre encore plus efficace. Dernier facteur qui peut faire baisser la performance et dont je voulais vous parler aujourd'hui, celui de la paresse sociale, qu'on peut définir comme la tendance à fournir un effort moindre lorsqu'une tâche est effectuée en groupe plutôt qu'individuellement. Donc par exemple, si un individu pousse une voiture en panne, chaque membre de ce groupe fournira un effort moindre, s'appuyant sur l'effort fourni par l'ensemble du groupe. Même exemple avec le jeu de la corde, où chaque équipe se place à un bout de la corde et doit tirer le plus fort possible. Les sujets tireront moins fort sur la corde dans ce cas que s'ils étaient seuls. D'où la difficulté pour les athlètes évoluant en équipe au CrossFit de trouver le juste milieu pour imprimer un rythme tenable pour tous, tout en restant exigeant sur l'intensité lors de l'exécution des mouvements en synchro. Donc pour conclure, il est donc quasi impossible d'être imperméable au regard des autres à l'entraînement comme en compétition, mais s'il peut être une source de stress, il est aussi bien souvent un super booster de performance. Donc en bref, à retenir pour être efficace et optimiser votre progression, premier point, s'entraîner sous l'œil d'un coach pour l'aspect hiérarchique. Deuxième point, s'entraîner également avec des athlètes de votre niveau ou un cran au-dessus pour vous stimuler.
Et troisième point, concevoir des plans d'entraînement où la proportion de travail liée à vos points faibles est idéale afin de vous permettre ensuite d'avoir une réponse dominante positive face à une tâche, autrement dit peu d'échecs car vous êtes majoritairement maîtrisant sur le mouvement. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe entre vos deux oreilles à l'entraînement et en compétition. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, ça me fait toujours maxi plaisir. Merci d'avoir suivi l'épisode et à très vite. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.